Bonjour Catherine Lacoste. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Je vous ai au téléphone parce que nous sommes ensemble pour évoquer un événement majeur dans votre existence, mais aussi dans le golf féminin. Il s'agit bien sûr de votre victoire à l'US Open en 1967 en tant que joueuse amateur. Alors depuis, aucune autre joueuse amateur ne vous a détrôné, vous êtes définitivement entrée dans l'histoire, mais auparavant, je voudrais que l'on évoque votre parcours, votre jeunesse aux côtés de deux parents illustres que sont René Lacoste, que tout le monde connaît, grand joueur de tennis, qui a participé à la Coupe Davis avec cette fameuse équipe qui s'appelait les Mousquetaires, composée de Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon, qui est d'ailleurs cette équipe qui est la première équipe à gagner la Coupe Davis en 1927, après une domination quasiment américaine. Votre papa, qui est également 3 fois vainqueur des internationaux de France, qui a remporté Wimbledon, qui a remporté l'US National Championship, qui est devenu l'US Open, et qui est aussi un inventeur, puisqu'on lui doit la raquette de tennis moderne, avec le cadre en acier. Et puis, de l'autre côté, votre maman, qui s'appelle Simone Thion de la Chaume, et qui est joueuse de golf, 13 fois championne de France, qui est la première joueuse amateur à remporter le British Girls en 1924. Amateurs, ils sont tous amateurs à l'époque. C'était les professionnels, c'est devenu beaucoup plus tard. Première joueuse, pardon, vous avez raison de le souligner, non britannique, a remporté ce premier tournoi, si mes informations sont justes, qui va remporter également le British Ladies Amateur, que vous remporterez également par la suite. Plusieurs internationaux de France de golf également, 4 si j'ai bonne mémoire. Et puis elle va également reprendre le golf de Chantaco au décès de votre arrière-grand-père. Alors vous avez aussi 2 arrière-grands-pères qui ont fait énormément, énormément de sport. Grand-père. Grand-père, excusez-moi, oui, qui ont fait beaucoup de sport. Puisque en fait votre grand-père paternel, qui est Jean-Jules Lacoste, finaliste des championnats de France d'aviron en 1890, et votre grand-père maternel, René-Jules Thion de la Chaume, qui était escrimeur et qui était finaliste des Jeux Olympiques en 1900. Voilà, donc c'est une lignée de sportifs. Alors, j'aimerais que on aborde tout d'abord, nous évoquions votre vie de petite fille. Comment c'était à l'époque quand on s'appelait Catherine Lacoste, qu'on avait un petit peu moins de 8 ans, qu'on n'avait pas encore débuté le golf et qu'on a 2 parents comme ça qui font beaucoup de sport, il y a beaucoup de monde à la maison. Comment ça se passe? Il n'y avait pas d'ailleurs beaucoup de monde à la maison. Je prends votre dernier mot parce que mes parents étaient des gens qui aimait énormément être à la maison. Mon père avait une santé délicate, parce qu'il a eu quand même la tuberculose. C'est ça qui a provoqué qu'il arrête sa carrière de tennisman très tôt, à 25 ans. Et il aimait beaucoup être à la maison, et maman aussi était... Et ils ont eu 4 enfants, donc d'abord il y a eu 3 garçons avant moi. Et donc j'étais la dernière, la seule fille. Sûrement un peu gâtée par mes parents, mais nous avions une vie très très stable, très concentrée à la maison. Nous allions en classe avec la plupart du temps couchés à 10 heures du soir, tous les soirs. C'était quelque chose de très calme. Il n'y avait pas énormément de gens. Quelques personnes venaient dîner. Mes parents sortaient très peu. Il n'y avait pas du tout de vie mondaine, un côté mondain du tout. La question qui me brûle les lèvres, vous allez débuter le golf à l'âge de 8 ans, mais pourquoi le golf et pas le tennis? Écoutez, d'abord, je passais toutes mes vacances scolaires à Chantaco. Et donc, sur le golf, il y avait aussi, en effet, des terrains de tennis. Mais à 8 ans, une petite fille, c'est plus difficile, je crois, de prendre une raquette toujours un peu lourde. Et le golf, on faisait son petit bonhomme de chemin et on suivait. Mon père aimait beaucoup le golf également. Il avait 6 handicaps, donc il aimait beaucoup le golf. C'était un grand technicien. D'abord, après le tennis, il a quand même fait il a étudié beaucoup le golf. Il adorait Ben Hogan. Et il a suivi tous les livres de Ben Hogan avec passion. Et je crois qu'il était très content que je joue au golf. C'était plus facile pour une petite fille, je crois. Et donc j'ai commencé à 8 ans, mais je n'ai pas joué du tout d'une façon régulière. Et d'abord c'était seulement en vacances à Chantaco. Et puis j'avais encore 24 de handicap à l'âge de 13 ans. Donc vous voyez, c'était pas du tout d'une façon passionnée. Je jouais un peu au tennis aussi, surtout après ça en hiver, un peu plus tard.
au point de vue entraînement sportif. Je faisais du volleyball, je faisais de la natation dans la mer et une vie assez tranquille de petite fille, beaucoup moins voyageant que beaucoup, surtout beaucoup de jeunes de nos jours. Oui, tout à fait. Alors, donc vous l'avez dit, vous avez joué au golf dès l'âge de 8 ans, et puis donc c'était plus une activité de loisir. Dans un sujet que j'ai retrouvé vous concernant, qui est passé à la télé il y a quelques années de ça, vous avez dit que, bon, quelque part, ça vous passionnait pas tant que ça, finalement, le golf. Le golf, j'adore le sport en général. D'ailleurs, à la suite de la naissance de mes 4 enfants, j'ai fait beaucoup de sport avec eux, variés, d'une façon un peu qui jouent à différents sports, parce que je crois que c'était très important aussi d'autres sports. Et je crois que j'aurais aimé à peu près n'importe quel autre sport, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Ça faisait partie Mais de le golf en général, ce que j'ai surtout aimé dans le golf, c'est les voyages, les amis, peut-être la discipline également, que mes parents m'avaient inculqué depuis toute petite. Oui. Et je pense que tout ça m'a amené au golf, mais aurait pu m'amener à un autre sport, parce que j'aimais le sport en général. Oui, tout à fait. Alors, c'est à peu près vers l'âge de 14 ans que vous allez, je crois, commencer à faire quelques compétitions. Et puis, vous avez un professeur qui s'appelle Raymond Garéal, qui, arrêtez-moi si je me trompe, travaille au golf de Chantaco à cette époque. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça a été un très grand professeur. Il lui-même n'a pas joué énormément, mais il est le père quand même de Jean Garéal, je crois le meilleur professionnel français qui existait jusqu'à maintenant et qui fait le plus de choses, ce qui fait que j'avais évidemment un très bon professeur, mais il travaillait pas mal en conjugaison également avec mon père qui aimait beaucoup la technique, comme je vous l'ai dit avant. Oui. Et Jean Garéal a eu la gentillesse, vers 13-14 ans, de me demander de faire une alliance, c'est-à-dire l'équivalent un peu au Pro-Am actuel, et de jouer avec lui. J'ai gagné l'alliance avec lui au moins 2 ou 3 ans. Et il m'a donné d'ailleurs mon putter avec lequel j'ai joué tous mes championnats jusque maintenant. Je l'ai encore dans mon sac. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez particulier parce que les gens changent facilement de putter, ils potent mal, ils pensent que c'est à cause du putter. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'à partir du moment où j'avais poté bien, il n'y avait aucune raison de changer de putter. En général, c'est un putter Golden Goose, c'est-à-dire genre un touche-net, Oui. qui est assez différent des putters actuels et qui était assez léger, qui permettait de jouer facilement sur des greens très rapides. En particulier aux États-Unis, il y avait des greens très rapides, peut-être plus qu'en Europe. Mm-hmm. Et ça m'a aidé, ce putter donné par Jean Garéal, et c'est quelque chose que je lui dois aussi. Alors, Jean Garéal, dans ce sujet télévisuel qui remonte à 1968 que j'ai visionné, il explique qu'une de vos grandes qualités, c'était la puissance, et il a cherché à exploiter cette puissance chez vous. En quelques mots, parlez-nous de son enseignement de golf auprès de vous. De Raymond Garéal, oui. Je crois que il y a eu un moment où mon golf, il y avait un problème dans un peu slice. Et ils avaient étudié entre tous, il y avait d'ailleurs Jean-Claude Arismadi dedans aussi, et Raymond Garéal, Jean Garéal et mon père, et ils avaient découvert que Arnold Palmer avait un poignet bombé en haut du swing, oui. qui est quelque chose qui était très, très différent des autres golfeurs à l'époque. Oui. Et ils m'ont essayé ils m'ont donné ce poignet bombé. Je crois qu'il m'a beaucoup aidé pour avoir de la puissance. Et puis le fait, on dit toujours qu'il y a un petit pull basque, c'est-à-dire et que c'est peut-être amené par de jouer à la balle pendant la jeunesse des basques. Et j'avais un petit pull basque qui me donnait également plus de longueur. Vous avez joué à la pelote? Non, mais j'ai joué à la balle avec mon père, j'ai joué au tennis, j'ai joué. Je vous dis, j'ai touché beaucoup de sports parce que ça m'a toujours amusé. Ah oui. Alors vous allez ensuite réaliser quelques compétitions et puis vous allez évidemment passer votre bac, vous allez continuer à jouer et en 1964 vous allez devenir championne du monde par équipe, vous avez 19 ans. Comment êtes-vous arrivé à jouer cette épreuve? Écoutez, je commençais vraiment tout juste à être vraiment au top niveau. Et j'étais donc très jeune, j'avais 19 ans, j'avais des aînés, Brigitte Van Gogh et Claudine Cross à l'époque, Rubin maintenant,
qui vraiment était des très très bonnes choses. Elle avait 5 ans de plus que moi. Et puis quelqu'un d'autre qui était la première femme de Jean Garayal, que je connaissais bien aussi, qui jouait très bien. Et ces personnes plus âgées que moi, a priori, ça aurait été beaucoup plus logique qu'elles jouent le championnat du monde. Et puis j'avais très bien joué pour au printemps. Ça se passait au mois d'octobre et au printemps j'avais bien joué. Et ils ont voulu essayer, me donner ma chance. Donc à peu près un mois avant le championnat du monde, ils nous ont fait jouer un match de sélection avec Odile Semeng. Et j'ai eu la chance de faire un très bon score pendant ces 2 tours. Et donc, ils m'ont qualifié pour le championnat du monde. Et voilà. Donc, j'ai eu la chance d'y aller. Et c'est d'ailleurs à cause de ce championnat que il y a la capitaine américaine qui m'a vu jouer et a dit à mes parents, il faut absolument que vous l'ameniez aux États-Unis parce qu'elle promet qu'il faut qu'elle apprenne plus. Donc, à 19 ans, il faut que vous l'ameniez. Et donc, l'année d'après, mes parents m'ont emmené jouer la première fois le US Open avec eux. Et nous avons la chance de faire la traversée sur le France, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, évidemment. Et donc, nous sommes arrivés, j'ai joué un championnat avant l'US Open, et après ça, j'ai joué l'US Open, où j'ai fini 14e. En 65. Et finalement, on n'était pas si mal pour 20 ans. Absolument. Et donc, 2 ans après, j'ai voulu retourner. Et donc, c'est cette année-là où j'ai gagné. Voilà, alors c'est le sujet effectivement qui nous amène, nous allons à présent l'évoquer, ce fameux US Open où vous allez remporter cette victoire qui fait encore date aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait un système de qualification à l'époque ? Non, c'est à partir du moment où on avait un handicap très bas, on pouvait s'inscrire. Il y avait évidemment moins de joueuses à l'époque et ayant été également championne du monde quand même par équipe, j'ai même gagné l'individuel. Je n'ai pas eu de problème pour pouvoir jouer ce tournoi, c'était évidemment très intéressant, m'a appris beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, dans quel état d'esprit arrivez-vous sur ce premier tour de cette US Open ? Bon, sachant que vous venez de me dire, vous avez déjà un petit peu d'expérience, vous l'avez disputé 3 ans auparavant, mais quand on est une jeune joueuse française... Honnêtement, je continuais à essayer d'apprendre et... parce que c'était mon but, j'avais encore que 22 ans, je venais d'avoir 22 ans le mardi du tournoi, donc j'étais encore très jeune et j'ai voulu y aller toute seule, non accompagnée par mes parents. Là, c'est contraire évidemment à l'esprit actuel où il faut toute une équipe de gens autour de vous. Et non, j'étais toute seule, d'abord la semaine juste avant, 15 jours avant, j'avais joué le championnat de Grande-Bretagne et j'avais perdu au premier tour en match-play contre Martine Cochet, qui était une très bonne joueuse française. Et j'avais perdu contre elle. Elle m'a d'abord qualifiée bien. Et puis, bon. Et maman m'a dit, c'est peut-être, on dit en anglais, blessing in disguise, c'est-à-dire quelque chose qui va sortir de bon, de quelque chose qui n'est pas très bon, d'avoir perdu au premier tour du voté. Je suis partie un peu plus tôt aux États-Unis à cause de ça. Donc, j'ai pu jouer avec le pro du parcours où je jouais. J'ai pu avoir également un très bon cadet qui m'a sûrement aidé. J'ai rencontré aussi un ménage ami qui avait des enfants avec lesquels j'ai joué. Je me suis étendue bien, qui était très sympathique. Et donc, je suis arrivée sur ce parcours en voulant apprendre. Et puis, expérience, c'était un endroit qui me rappelait un petit peu la côte basque et Chantaco. C'était un parcours avec beaucoup d'arbres, c'était dans le Virginie, dans le merveilleux Hot Springs. Ouais. Avec des collines. Voilà, je vous coupe un instant parce que donc le Hot Springs en Virginie, il y a 3 parcours. Il y a le Hall Course, il y a le Cascade Course et le Lower Cascade. C'est le Cascade. C'est le Cascade, d'accord. C'est le Cascade. Lower Cascade, qui est celui où il a joué le plus de championnats. Les autres, c'était un tout petit peu moins bon comme parcours. Le parcours créé en 1923, alors. C'est un parcours difficile. Oui. Pardon ? Le parcours créé en 1923, donc c'est celui-ci. Voilà. On dit que c'est un des 100 meilleurs parcours aux États-Unis. Oui, absolument, très, très réputé. Premier tour, vous terminez 2e de ce premier tour. C'est une véritable surprise pour vous. Comment vous ressentez à ce moment-là ? Oui, j'étais contente, j'avais bien joué et puis j'ai dit, que j'étais 2e, je me dis, je vais téléphoner à mes parents. À l'époque, on ne téléphonait pas aussi facilement que Absolument. maintenant.
J'ai téléphoné à mes parents pour leur dire je suis deuxième, je suis contente, j'ai fait un bon score. On verra bien comment ça se passe après. Je vous rappellerai dimanche pour vous dire comment ça va. Comment ça s'est déroulé, oui. Et vous menez de 5 points. Et vous êtes. Après sur le second tour. En effet, après 2 tours, je mène de 5 points. Oui. Et évidemment, je les ai rappelés à ce moment-là. Ce qui était logique. Vous n'avez pas attendu dimanche? Non, je n'ai pas attendu dimanche, évidemment, parce que je pense qu'ils étaient assez anxieux, évidemment, de savoir ce que je faisais. Et vous, absolument heureuse, évidemment. Bien sûr, mais mon père très, très calme et maman aussi, a été élevée en Grande-Bretagne une partie de sa jeunesse, sont très posés, donc surtout pas très excités, etc. C'est posé, je dis, fais attention, etc. Sois calme, etc. Quels conseils? Des conseils? Votre maman vous donne des conseils à ce moment-là? À ce stade-là, il n'y a plus de conseils qui comptent. Je crois que c'est aux dernières minutes, il faut laisser jouer un peu ses instincts, surtout si on est 5 points d'avance. Absolument. Et voilà. Et d'ailleurs, après le troisième tour, il y a eu quelques orages au troisième tour. Oui. Mais donc les scores ont été très élevés, comme vous avez dû voir. Absolument, oui. C'était au-dessus du par, oui. Oh, c'était bien au-dessus, c'est 78, quelque chose comme ça. Enfin, très haut. Très, très haut. C'était aux alentours de plus 10. Aux alentours de plus 10 de ce que j'en ai vu, effectivement. Et donc, ça, c'était donc lié aux orages, alors. Ouais. Voilà, avec des interruptions, des greens souvent trempés par des orages. Enfin, c'était assez difficile. Mais tout le monde, comme vous voyez, a fait à peu près la même chose. C'est pour ça que j'ai toujours gardé mes 5 coups d'avance. Ouais. Puis les journalistes, 15 jours avant, il y avait eu un jeune amateur homme qui était aussi avec quelques points d'avance avant le dernier tour, qui évidemment me disent, est-ce que vous connaissez les aventures du jeune amateur, Martin, je crois qu'il s'appelait Martin Schleckman, qui a craqué le dernier tour. Je dis, oui, j'en ai entendu parler. Mais bon. Bon, oui, donc ça veut dire que les Américains cherchaient à vous mettre la pression. Vous avez déjà compris que vous représentiez peut-être un danger pour les champions du moment. Les journalistes, c'est normal qu'ils essayent de me titiller un peu. C'est normal. C'est le jeu. Mais c'est effectivement c'est le jeu. Il y a vraiment des Américains qui étaient très très gentils. Les amateurs américains étaient très excités parce qu'évidemment qu'une amateur soit en tête du US Open, ça n'était jamais arrivé. Et donc, elles étaient très excitées et très contentes. Quelques professionnelles américaines étaient moins, mais c'est normal parce que c'était aussi leur publicité qu'une amateur battait professionnelle pour elles et leur carrière, c'était compliqué. Donc, voilà, mais il y en a eu beaucoup qui étaient vraiment très gentils et voilà. On va aborder le dernier tour. Vous êtes au 16e trou, vous êtes passé en tête. Vous êtes sur un par 5, il y a 488 mètres, donc le score était de plus 10. Vous avez à ce moment-là, 2 points d'avance, mais juste avant, vous avez perdu 5 points sur les 5 derniers trous. Et là, il a bien fallu vous reprendre un petit peu. Vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Essayer de continuer à jouer comme je jouais. J'avais même 7 points d'avance avec 17 trous à jouer. Et en effet, encore une fois, les orages, les interruptions de jeu n'étaient pas faciles. Et donc 16, j'ai pas fait un très bon coup. Donc j'avais plus qu'un coup d'avance avec 2 trous à jouer. Ce qui était évidemment pas beaucoup. Et j'ai laissé jouer aussi mes instincts et ce que je pouvais faire. Oui, et quel instinct j'ai la chance un petit peu tout le travail du passé est ressorti. Oui. J'ai fait un très bon drive qui était assez à gauche, c'était un dogleg vers la gauche, j'ai coupé un peu, m'a permis d'avoir un coup très court par rapport aux autres, c'est souvent de faire 3, faire 4, et là j'ai eu un faire 8 à jouer. On parle du 17. Et se mettre relativement près du trou. Voilà, là on parle du trou numéro 17. Oui. C'est ça, c'est pour ça que je disais quel instinct, parce que vous allez tenter un coup incroyable. Effectivement, vous allez tenter de passer par-dessus les arbres et ça va fonctionner. Et donc... Honnêtement, je n'ai pas spécialement tenté ce coup-là. J'ai tenté un drive et puis j'avais mon petit pull basque, comme on dit. Oui. J'étais un peu plus à gauche que je le voulais. Et en fait, c'était super parce que ça m'a permis de couper encore plus et de raccourcir encore le trou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chance du vainqueur.
Vous, la chance Absolument. du champion. Oui, c'est ça, exactement. Absolument. Exactement. Et donc là, vous êtes à bonne distance du green. Vous allez faire ensuite un coup. Vous allez vous mettre à 3 mètres du trou à peu près. Voilà. Et puis, donc, vous allez rentrer votre putt pour birdie. Et à ce moment-là, vous êtes un peu plus soulagé. Vous commencez déjà à envisager la victoire. Vous la ressentez à ce moment-là, au trou Oui, numéro bien 17? sûr. Ouais. Bien sûr, à 2 coups. Et puis, c'était un par 3 qui restait. C'est un par 3 qui était assez spécial parce qu'il y avait un creux avec un étang en bas, Oui. tout à fait en dessous. Oui, pas loin Et du puis le green d'ailleurs. qui était surélevé après. Donc, c'était genre faire 3, faire 2, je ne suis pas très sûre. Oui. Et je me souviens m'être dit, en regardant le trou, j'espère que je vais pas faire un top dans les temps. C'était évidemment Qui était très proche. parce que je jouais bien et que c'était pas non plus tellement envisageable. Et j'ai fait un coup très correct sur le green. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'étais pas très loin, j'étais peut-être 5-6 mètres du trou et j'ai fait un très bon putt et je me suis retrouvée finalement, je pense en voyant les images, peut-être à 30 cm du trou au maximum. Je dirais peut-être même moins. J'avais l'impression que ça avait un bon mètre, absolument. Ouais. Et j'avais donc si j'avais pris 2 putts tout simplement, je gagnais le tournoi. Et je me souviens d'avoir pensé, est-ce que j'essaie de me rapprocher du trou? Et puis finalement, c'était quand même probablement 30 cm, donc j'ai entré le putt sans beaucoup de problèmes et j'ai gagné. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, vous êtes effondré sur votre putter et là, la pression qui a véritablement lâché. D'ailleurs, sur les images, on voit beaucoup de gens qui viennent vous saluer, vous féliciter. Et vous avez dit, d'ailleurs, en interview, vous avez dit que finalement, vous avez pleuré, mais que c'était normal, c'était un petit peu comme un élastique qui était tendu tout au long du parcours et qu'on finissait par couper, donc il fallait bien à un moment donné que quelque chose lâche. Est-ce que vous vous souvenez de ces propos? Non, pas spécialement ça, mais c'est évident que je crois que tous les gens qui ont gagné le dernier pot, le US Open, je crois que dans tous les joueurs qu'on a vus, ils sont tous une réaction au rat, où ils se prennent la tête, le visage dans les mains, ce qui est assez normal, et pour quelques secondes, enfin, je sais pas, il y a une réaction forcée, parce d'avoir gagné l'US Open. D'ailleurs, je pense pas même à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point c'était un championnat qui avait été important pour moi dans ma vie. Oui, et vous avez dit un an après, c'est un peu un coup de chance qui arrive de manière un peu inattendue finalement. Quelque part, un an après, vous avez, on sent que vous relativisez cette victoire, qui est quand même très importante. Oui, mais on s'y attend pas tellement, surtout étant amateur, en effet, c'était pas très étonnant, parce que je me souviens, il y a une phrase que j'ai dit le lendemain matin en me réveillant, j'ai pensé, c'est vraiment quelque chose de tout à fait vrai. Je me suis dit, maintenant, je peux mourir parce que je suis plus seulement la fille de René Lacoste et de Simone Pierre-Lachaume, qui sont des grands champions. J'ai fait quelque chose par moi, par moi-même, et que j'ai accompli quelque chose. Exactement, vous avez dit, j'ai relevé le propos, vous avez dit, avant j'étais la fille de mes parents et maintenant ce sont eux qui sont mes parents. Alors ça, c'est très drôle, c'est une histoire très drôle parce que mon père allait aux États-Unis de temps en temps pour sa raquette ou d'autres raisons. Et il y a quelques années avant, on m'avait demandé est-ce que vous êtes la fille de René Lacoste. Oui, bien sûr, je suis la fille de René Lacoste. Et quelques années après, il est retourné et on lui a demandé si c'était le père de Catherine Lacoste, qui a fait sa joie énorme, évidemment. Et ça a été un peu un gag. Ça c'est fantastique, ça, effectivement. Et alors, l'autre belle histoire, quand même, il faut le souligner, c'est que ce fameux dimanche où vous remportez cette US Open, c'est un 2 juillet, et le 2 juillet, c'est l'anniversaire de votre papa. Absolument. Alors justement, donc je les ai appelés et on m'a laissé aller, les appeler au téléphone avant la remise des prix, et les appeler leur dire que j'avais gagné. Et j'ai pu lui dire, bon anniversaire papa, j'ai gagné l'US Open. C'est un cadeau qui est assez spécial, évidemment, surtout spécial. Lui qui avait été le grand champion qu'il a été 40 ans avant, finalement, et qui pouvait apprécier plus que n'importe qui ce que ça représentait. Bon, alors là, peut-être que leur flegme, on va dire, d'héritage britannique est tombé un petit peu. Il y a quand même eu un peu d'enthousiasme. Absolument. C'est maman que j'ai eu au téléphone d'abord, et il y a eu 20 secondes où elle a été incapable de dire un mot.
Ouais, oui, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, il y a un moment donné où il y a l'émotion qui prend le pas, et bien entendu, il y a un moment donné où on n'a pas de réaction, on n'a pas de mots. Votre vie a été transformée après cet événement, tout de suite après, ou ça a mis du temps? Non, enfin transformé, mais pour beaucoup d'autres raisons, parce que finalement le golf, 3 ans plus tard, je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants depuis, moi je dis toujours c'est mes 4 plus beaux championnats. C'est mes 4 enfants que je me suis énormément occupée. J'ai pu jouer énormément. J'ai joué quand même quelques championnats du monde après m'être mariée. Oui. Mais j'ai eu 4 enfants en 6 ans, en 10 ans, pardon. Donc c'était quand même beaucoup. J'avais du mal à jouer à un niveau correct. Et après ça, j'ai quand même 30 ans après, j'ai repris le golf dans les seniors et j'ai eu la joie de gagner le championnat d'Europe senior avec entre autres Claudine Cross, qui était une de mes camarades du championnat du monde de 64, et donc retrouver un petit peu. Et puis finalement, le golf a quand même été évidemment une partie importante de ma vie, mais j'ai eu beaucoup d'autres choses importantes dans ma vie. Maintenant, c'est beaucoup la musique avec mon mari, qui est un grand guitariste classique. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de facettes dans ma vie, et j'en ai beaucoup profité. Mais le US Open est quelque chose qui m'a marqué, qui me marque encore. Les gens vous en parlent. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on en parle quand même beaucoup, et c'est quand même quelque chose de grandiose. Alors, en 67, donc, vous faites un merveilleux cadeau à votre papa le 2 juillet, mais en 1969, vous allez faire un autre cadeau, là, cette fois-ci, c'est à votre maman, puisque en 69, vous allez remporter le British Ladies Amateur. Oui, parce qu'après 6 ans, j'ai joué 6 ans avant de le gagner. Maman venait à chaque fois et me suivait beaucoup parce qu'elle adorait suivre le golf en plus, et j'avais une merveilleuse relation avec elle. Et puis, grâce au ciel, enfin, j'ai pu le gagner et donc lever la coupe avec elle, ce qui était vraiment quelque chose d'assez spécial. Et je crois que nous sommes la seule mère et fille qui ait jamais gagné le British. Absolument. Donc, c'est évidemment, ça m'a fait très, très plaisir aussi. Elle en 1927, vous en 1969, et donc vos deux noms sont inscrits aujourd'hui, j'imagine, sur cette coupe, ou si c'est pas sur la coupe, c'est quelque part sur une plaque, en tout cas. Oui, c'est un formidable cadeau et un merveilleux parcours. Alors, hormis cette belle carrière en golf, vous avez ensuite repris le golf de Chantaco, que votre maman avait elle-même repris de votre grand-père en 1940 lorsqu'il est décédé. Et puis, depuis, vous vous êtes investi dans une œuvre caritative, je vais vous laisser nous en parler, qui consiste à aider des jeunes joueuses à partir donc aux États-Unis, notamment sur l'US Open. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, nous avons créé le fonds de dotation Porossus avec mes enfants et certains neveux et nièces, et le but, c'est des sportifs, mais aussi des artistes qui arrivent au début de leur carrière professionnelle ou juste avant, et qui donc c'est à ce moment-là où ils ont besoin d'un coup de main, parce qu'une fois qu'ils sont partis dans leur carrière professionnelle, la plupart du temps, ils arrivent à gagner quand même suffisamment d'argent pour partir en voyage, etc. Mais là, nous avons donc, dans ce cadre de ce fonds de dotation Porossus, il y a une bourse Catherine Lacoste qui aide un certain nombre de jeunes joueuses, ou juste professionnelles, ou qui viennent de devenir professionnelles, ou qui ne le sont pas tout à fait encore, pour partir aux États-Unis et faire des cartes là-bas, pouvoir essayer de jouer l'US Open. Maintenant, c'est plus difficile de le faire. Oui. Et donc, éventuellement, pouvoir regagner ce US Open, gagné donc par une Française il y a beaucoup d'années, et ça me ferait très plaisir, évidemment, qu'il y en ait une autre. Eh bien, écoutez, nous aussi, on espère qu'il y aura une autre joueuse une autre joueuse française qui gagnera cette US Open, qu'elle soit amateur ou qu'elle soit professionnelle en tout cas. Dernière question, Catherine Lacoste. Est-ce que on vous surnomme toujours Crocodile Kid? Oh, quelques amis. Et moi, par exemple, j'ai un nom en plus sur Internet souvent. Si vous voyez Maman Croc, c'est moi. Ah bon? J'ai pris ce nom-là dans beaucoup d'occasions parce que ça m'amusait. Voilà. Merci Catherine Lacoste de nous avoir
accorder cette interview qui vraiment, en tout cas moi, me fait énormément plaisir et j'en suis certain tous celles et ceux qui nous écoutent sont ravis en tout cas de partager ces instants, ce moment d'histoire avec vous et puis de célébrer dans quelques jours les 50 ans de votre victoire à l'US Open. Merci Catherine Lacoste. Oui. Écoutez, merci à vous de vous en être souvenu et puis de le célébrer avec moi.